Bonjour Laurent. Bonjour. Alors il y a moins d'un mois, tu as organisé un colloque au Sénat sur le déclin agricole. Il vient après les différents rapports que tu avais déjà fait sur la dégradation de la situation en agriculture. On va où là pour l'instant au niveau agricole? Alors ce rapport, il m'a été commandé par la Commission des affaires économiques et en fait le but de ce rapport, c'était de réactualiser celui de 2018. Je vous rappelle juste qu'en 2018, j'avais indiqué certaines choses, que si la France continuait de décliner, ce n'était pas le cas des autres pays européens, et qu'en déclinant comme elle déclinait, on risquait de connaître une balance commerciale déficitaire. Et que par définition, le risque principal, c'est de voir de plus en plus d'alimentation qui viennent de l'étranger compenser une alimentation française qu'on ne pourrait plus produire. En fait, la réactualisation de mon rapport, non seulement indique que ce que je disais était la vérité, mais qu'en plus de ça, ça s'est amplifié. La réalité, elle est entre 4 chiffres. C'est qu'en 20 ans, la balance commerciale agroalimentaire de l'Europe est passée d'une situation négative il y a 20 ans à plus de 50 milliards d'euros d'excédent aujourd'hui, faisant du territoire agricole européen le deuxième territoire au monde le plus excédentaire, puisqu'on est juste derrière le Brésil qui fait 125 milliards d'excédent. La France, dans cette évolution de négatif à plus 50 milliards au niveau européen, la France est passée d'un excédent qui au plus fort était à 12 milliards d'euros à un déficit de 355 millions d'euros à fin décembre 2025. La réalité de ces chiffres, c'est que la France est devenue le boulet de l'Europe et l'homme malade de l'Europe. Parce que la réalité, c'est que quand on se challenge ou quand on se compare à d'autres pays, quand on prend par exemple l'Espagne, l'Espagne il y a 20 ans était déficitaire. L'Espagne a une surface moindre que la France, puisque la France, c'est 18% de plus de surface que l'Espagne. Et pourtant, l'Espagne, à fin d'année 2025, fera plus de 18 milliards d'excédents. Quand nous sommes devenus, alors que nous sommes le plus grand pays européen de la communauté européenne, le plus grand en surface, nous sommes devenus le seul à être aussi déficitaire par rapport à sa surface. Et quand on regarde l'Espagne, quand on regarde l'Italie, eh bien eux, ils sont passés d'une situation déficitaire à une situation excédentaire. Alors je le dis, comme je l'ai dit en 2018, il faut réactualiser, il faut avoir des chiffres, mais il faut donner des perspectives. Si nous ne changeons rien à notre modèle de pensée qui conduit l'agriculture française dans le mur, nous connaîtrons pour la première fois le déclassement de la première puissance agricole d'Europe, qui reste encore la France, en 2029, parce que l'Espagne nous passera devant. En 2033, ça sera l'Italie et la Pologne qui nous passeront devant. Et si on ne change rien, en 2036, ça sera l'Allemagne qui nous passera devant. Alors la réalité, c'est qu'on pourrait se dire, mais pourquoi nous en sommes là? Je l'ai déjà dit à travers plein de rapports, manque de compétitivité, qui est un des éléments principaux de notre déclin et de notre chute. Mais quels sont le constat réel? Le constat réel, en fait, il est aussi à travers quelques chiffres. Entre 2010 et 2024, avec la même PAC, avec les mêmes règles normalement qui sont des règles harmonisées au niveau européen, la moyenne du revenu des agriculteurs européens a progressé de 2010 à 2024 de 77%. La réalité de l'augmentation du revenu des producteurs français, des agriculteurs français, c'est que 15%. Pourquoi il y a un écart entre 15 et 77% entre les autres pays européens? Parce que tout simplement, en France, on a cultivé une particularité qui s'appelle l'agroécologie ou qui s'appelle la montée en gamme. Et que ces deux éléments ont été les fossoyeurs du revenu. Parce qu'à chaque fois, derrière un couvert d'agroécologie ou de montée en gamme, quand on rajoute des contraintes à l'agriculteur, sans faire attention à son impact, l'impact de ces contraintes sur l'évolution de son revenu, au lieu de faire 77%, il fait 15%. Et au lieu de faire 15%, quand il fait 15%, ça veut dire qu'on appauvrit la ferme France, on appauvrit le revenu des agriculteurs, on met les agriculteurs dans une impasse. Et quand en plus de ça, par des transpositions successives, ça les conduit pour certains à connaître des situations où ils n'ont plus aucun moyen de lutter contre des envahisseurs qui peuvent, ou des ravageurs qui peuvent leur tuer 80, 90 ou 100% de leur récolte, eh bien on est au point de rupture du système. Et c'est ce que nous connaissons aujourd'hui. Et ça va s'amplifier à l'avenir si nous ne changeons pas de modèle de pensée, c'est-à-dire ce modèle qui consiste à créer des contraintes sans se préoccuper de la réalité du revenu. Mais quand on voit qu'une loi d'urgence
a été déclarée, en tout cas annoncée, qu'elle devait commencer à être débattue fin mars, et que puis finalement, l'agenda étant ce qu'il est, ce sera peut-être débattu au mois d'automne à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on a plutôt l'impression que le discours que tu tiens, les hommes politiques, en tout cas au niveau du gouvernement, n'en prennent pas compte? On est en quelque sorte dans la même réalité que la loi d'orientation agricole. Quand Gabriel Attal, à une conférence de presse, dit à la télévision « Nous allons reprendre les 3/4 des propositions du sénateur Duplan dans le projet compétitivité de la Ferme France », oui, 3/4, mais ce n'est pas 4/4. Donc ça veut dire que le quart restant, c'est tous les sujets irritants. Et là, on est en train de vivre exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on se dit il faut faire une loi d'urgence parce qu'il y a des sujets qui sont irritants et d'urgence. L'eau, la prédation, les moyens de production. L'eau pour l'arrosage, parce que c'est ça la réalité. La prédation à cause du poids que mène aujourd'hui le loup et tous les prédateurs sur l'élevage, le pastoralisme et autres. Et donc tout le monde est conscient qu'aujourd'hui ça fait peser un risque énorme par rapport à ces activités. Et les moyens de production à travers les surtranspositions, l'interdiction de certaines molécules, l'interdiction de certaines pratiques, alors qu'elles sont autorisées partout dans le reste de l'Europe et qui font une concurrence déloyale et une injustice vis-à-vis des producteurs entre les Français et les autres. Donc quand ces 3 sujets sont des sujets irritants par définition, ça ne peut pas être autre chose. Pourquoi on décline? Parce qu'on ne regarde pas les sujets irritants. Parce qu'on balaye la poussière sous le tapis en se disant on ne peut pas le faire parce que ça va créer des remous ou une pétition à 2 millions de signatures. Oui, d'accord, mais la réalité c'est qu'on ne traite pas le problème. Donc les mêmes effets produisant les mêmes résultats, moins on traite nos problèmes et plus on continue de décliner. Donc en fait, il faut faire l'inverse. Et donc cette loi d'urgence, oui, il faudrait la faire. Il ne faut pas essayer de nous dire aujourd'hui que ça ne serait plus une loi d'urgence, mais une loi de simplification. Parce que la simplification ne suffit plus. On n'est pas dans un problème de simplification administrative, on est dans un problème de surtransposition administrative. C'est-à-dire de contraintes, d'agroécologie contraignante, d'écologie punitive, d'écologisme qui se transforme un peu petit à petit par une certaine forme d'anticapitalisme. Et c'est ça notre problème français, c'est pas autre chose. Et est-ce qu'on peut attendre un prochain président ou bien il faut qu'on arrive à agir avant? Moi je pense que tout moyen qui nous permettra d'agir au plus tôt nous permettra de régler les problèmes. On ne peut pas se contenter de faire des constats qui démontrent quand même qu'on a perdu 12 milliards d'euros. Parce qu'au-delà de la problématique du 355 millions de déficit, ce 355 millions, il est artificiel, il cache une vraie réalité. C'est que la souveraineté alimentaire à travers la balance agroalimentaire, si on enlève l'excédent qui correspond au vin et aux spiritueux, on ne se nourrit pas de vin et de spiritueux, même si tout le monde a du plaisir à en boire. On ne se nourrit pas de cela. Donc si on prend la vraie balance alimentaire de la France, on n'est pas à 355 millions de déficit, on est à plus de 12 milliards de déficit. Ça veut dire qu'on achète pour se nourrir 12 milliards de denrées à des pays qui sont les plus proches de nous, qui utilisent des méthodes qu'on devrait utiliser, et parce qu'on se refuse de les utiliser dans un pays qui est le plus grand d'Europe. Je vous rappelle quand même que la France est 125% de plus que l'Italie, donc 2 fois plus de sa surface, et pourtant on se fait doubler par les Italiens. Et pourtant on attend après les Italiens, des Espagnols ou des Allemands pour acheter 12 milliards de nourriture. C'est pas tenable. On ne peut pas continuer comme ça et refuser de regarder cette réalité. Donc le plus vite sera le mieux. Donc il faut une loi d'urgence qui soit vraiment urgente, et il faut qu'on mette un terme à ce qui a eu lieu pendant les dernières 20 années, qui est finalement une politique de décroissance agricole qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on a pour 12 milliards d'euros d'importation de trop. Je pense qu'il faut reprendre des discours qui sont des discours objectifs, qui sont plus posés, qui font plus l'écart entre le bénéfice et le risque, qui arrêtent d'irriter et de monter au plus haut les craintes et les peurs, parce que sinon on se retrouve sur une forme d'obscurantisme du Moyen-Âge. L'exemple de l'acétamipride est typique. Aucune étude sérieuse ne démontre que l'acétamipride est cancérigène. Si une étude sérieuse, avec un protocole scientifique avéré, retenu par l'EFSA, avait démontré que l'acétamipride était cancérigène, l'EFSA l'aurait interdite. C'est ça la réalité. Et qu'il suffit de regarder ce qui s'est passé en 2025 pour comprendre qu'on est dans un jeu de dupes. En Europe, l'Europe a accepté à travers l'EFSA, à travers la Commission européenne, à travers le Parlement européen qui l'a voté, une demande des pays européens de relèvement du seuil de limite maximum de résidus, c'est-à-dire d'un résidu autorisé à l'intérieur d'un produit alimentaire. Qu'est l'acétamipride dans le miel?
Quand on multiplie en un an de plus de 20 fois, la norme correspondant à la limite de résidus que l'on peut trouver dans un produit tel que le miel d'acétamipride, est-ce qu'on n'est pas dans un paradoxe qui est énorme? En France, on nous explique que l'acétamipride tue les abeilles. En dehors de la France, des apiculteurs de certains pays demandent à leur administration de relever le seuil de ce qu'ils retrouvent comme acétamipride dans le miel. S'ils n'en retrouvaient pas plus de 0,05, ils n'auraient jamais demandé. Donc c'est preuve qu'ils en trouvent plus que 0,05 et que 1 mg est peut-être la limite qu'eux ils se sont fixés. Mais ça veut dire que les abeilles, elles ne tombent pas de mortalité à cause de l'acétamipride, sinon on ne la retrouverait pas dans le miel. Je ne connais pas une abeille morte ou une abeille qui ne se retrouve pas à aller dans la ruche qui fait du miel. Et donc le fait que l'Europe ait accepté cela, le fait que le Parlement européen ait voté ce relèvement du seuil en 2 fois, une première fois en milieu d'été et une deuxième fois à la fin de l'année, démontre qu'on est isolé. Depuis 2016, on a interdit l'acétamipride en se disant les autres pays vont faire la même chose. Non seulement ils n'ont pas fait la même chose, mais en plus de ça, ils ont fait évoluer la règle parce qu'ils pensent que ça n'est pas dangereux ni pour l'homme, ni pour l'environnement. Et puis la dernière réalité, c'est ce que vient de faire l'administration royale belge. L'administration royale belge, dernièrement, il y a quelques semaines, a autorisé de façon définitive, alors qu'ils autorisaient par dérogation, l'utilisation de l'acétamipride en foliaire, c'est-à-dire sur les feuilles, sur la betterave et la pomme de terre. Pourquoi ils le font? Mais parce qu'ils ont compris que les Français sont dans une impasse. Plus les Français seront limités dans leur capacité, moins ils produiront, et plus les Belges tireront parti du fait que les Français ne produisent pas pour prendre ces parts de marché et s'enrichir globalement sur la valeur ajoutée. Donc en fait, on est dans un jeu qui est perdant-perdant pour tout le monde, et que le jour où les Français, qui est instrumentalisé par la peur, comprendront qu'on leur a menti, qu'on les a instrumentalisés à travers tout ça, et que tout cela a conduit à ce qu'un jour ils risqueraient de manquer, je suis persuadé qu'ils se retourneront vers ceux qui n'auront pas été capables de prendre les décisions au bon moment. Très bien, merci beaucoup Laurent.